Bonjour à tous, ici Clément donc, de La Grande Ourse. Bienvenue à tous donc, dans ce premier épisode d'Un poil du UX en direct de l'agence La Grande Ourse, donc agence spécialisée en UX et en UI design. Aujourd'hui, donc, dans ce podcast, nous accueillons Thomas Zisman, UX UI designer au sein de l'agence, qui a mis en place tout un écosystème d'ateliers à distance. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir avec Thomas en fait, comment est-ce qu'il a mis en place ces ateliers de recherche, de conception, d'idéation à distance, et de vous donner finalement quelques tips, quelques conseils sur ces différents travaux et comment mettre en place, vous aussi, ce type d'atelier. Bonjour Thomas. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Merci de te joindre à nous pour ce vraiment tout premier épisode du podcast, et merci d'avoir accepté également de partager ton expérience dans le domaine. Alors avant de commencer vraiment dans le sujet, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors oui, donc je suis Thomas Zisman, j'exerce le métier d'UX UI designer depuis maintenant plus de 3 ans. Pour faire court sur mes études, après une première formation en communication, je me suis dirigé vers le digital pour avoir au final un master en UX management et design thinking. Au niveau de mon parcours professionnel, je suis passé par quelques agences digitales au sein desquelles j'ai pu mettre à profit donc mon travail en UX pour des entreprises clientes, notamment chez Babel, et donc avant de rejoindre actuellement La Grande Ourse, de travailler sur de la recherche utilisateur, des ateliers et en sorte de l'UX design. En tout cas, c'est vraiment très cool de t'avoir avec nous, donc aussi bien pour ce podcast que à l'agence, on va dire, tous les jours. Et donc, comme on disait en introduction, aujourd'hui, on va vraiment parler d'ateliers que l'on peut faire dans un projet du coup UX et comment les rendre finalement du coup possibles à distance. Donc tout ce qui concerne finalement la co-conception, l'idéation, l'analyse de la recherche, etc. Et avant que tu nous présentes un petit peu tes travaux et qu'on parle de conseils, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ces ateliers, à quoi ils servent, quels ateliers du coup on parle finalement concrètement et quelques exemples que tu as pu faire. Oui, alors tout d'abord, pour moi, l'aspect psychologique en UX est très important. En tant que designer, nous devons comprendre à la fois les problèmes, mais aussi évidemment être en mesure de les résoudre. Faire simple, on va dire que faire simple, c'est toujours compliqué. Alors, on peut faciliter les choses en mettant justement en place ces fameux ateliers. Alors que cela soit des ateliers de recherche utilisateur ou encore de co-conception, d'idéation, ces ateliers prennent une place très importante et sont primordiaux dans les phases de l'UX design. Alors, ces ateliers permettent de générer des idées, d'aboutir à des versions cibles. Je peux te dire par exemple, comme exemple, des empathy maps, des personas, de l'expérience map, des crazy 8, des 621. Mais on peut aussi également retrouver par exemple du service blueprint qui permet en fait de mapper un service entier, comme des parcours utilisateurs, mais aussi tout le processus interne inhérent à ce service. C'est très clair. Alors, il y a un but, alors quand même, le but durant ces ateliers, c'est de collaborer avec les utilisateurs. En fait, on va créer une symbiose, et cette symbiose, elle implique à la fois le designer et le participant, qu'il s'agisse évidemment d'un utilisateur ou d'un membre d'un projet. Mais alors, évidemment, malheureusement, ceci est un peu plus compliqué avec les conditions actuelles sanitaires. Ouais, c'est sûr, la crise actuelle a un impact qui est vraiment très fort sur nos manières de travailler, nous, en tant que UX designer. Et donc, justement, quelles sont les adaptations à faire en termes d'organisation selon toi entre les ateliers physiques qu'on pouvait faire jusqu'à il y a encore à peu près 1 an et maintenant les ateliers à distance qu'on est amené de plus en plus à faire. Ah oui, alors qui dit atelier en présentiel dit salle, mais aussi évidemment être aux petits soins pour les participants que l'on accueille. Il faut prévoir donc la salle, des stylos, un bataillon de crayons, des post-it de couleurs, évidemment en plus les petits gâteaux. Voilà. Alors, le fait d'effectuer ces ateliers en présentiel, ça permet de garder le contrôle sur l'animation. Avec la situation sanitaire, il a fallu forcément donc s'adapter et réfléchir à une nouvelle manière de penser ces ateliers pour qu'ils restent à la fois évidemment efficaces, mais aussi suffisamment intuitifs et pour garder quand même si c'est à distance, quand même le contrôle sur ces derniers. Et alors, qui dit nouveauté dit de ne pas se laisser submerger par les problématiques techniques possibles dues en fait finalement aux tâches à distance. Par exemple la prise en main d'un nouvel outil qu'on verra ensuite plus tard dans le podcast, mais et aussi par exemple aussi l'accompagnement moindre parce que chacun en fait est derrière son écran tout seul à faire l'atelier. Ok, et donc là tu parles justement d'adapter sur différents niveaux finalement l'atelier. Comment toi concrètement tu as pu adapter ces ateliers
pour les mener de bout en bout sans encombre, comme tu disais avant, avec les différents problèmes techniques qu'on peut avoir du coup, ou autres types de problèmes. Je te demande ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de designers qui sont intéressés du coup par ces choses-là. Donc voilà, si tu as des conseils du coup sur le domaine, lance-toi. Ouais, effectivement. Auparavant, lorsqu'on parlait d'atelier, donc comme je l'ai dit précédemment, on avait besoin d'une salle, des post-it, des collations et des dizaines de cerveaux en ébullition. Maintenant, il faut remplacer donc cette fameuse salle par une room virtuelle derrière en fait un écran d'ordinateur. Évidemment, il faut garder tous les éléments utiles et inhérents aux ateliers. Alors oui, évidemment, c'est comme tout, il y a forcément des points sur lesquels il faut bien être attentif. Bien sûr. Parce que en fait, quand l'on pense atelier à distance, il faut avoir en tête en fait plusieurs critères. Avant tout, en fait, il faut remplacer donc cette fameuse salle par tout simplement une salle virtuelle. Alors, il existe de nombreux outils sur le marché qui sont à notre disposition. De tête, je peux citer par exemple Mural ou encore Miro, qui peuvent être couplés par exemple des meetings sur Zoom. Ces outils, en tout cas pour faire les ateliers, ils sont d'une efficacité assez redoutable et ils sont surtout très intuitifs. Oui, tout à fait. En plus, comme tu disais juste avant, en effet, il y a des choses qui sont vraiment puissantes, on va dire, à faire en mixant les outils, que ce soit des outils en effet de partage, on va dire, ou de collaboration, et des outils plutôt finalement de conférence où on peut tous se retrouver, donc la forme de room virtuel dont tu parlais, c'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça, et surtout les ateliers en eux-mêmes, de faire ces ateliers sur ces outils-là, en fait, ces outils disposent en fait de tout ce qu'on peut faire pour créer et gérer les ateliers. En fait, on peut avoir donc des post-it de couleurs, des minuteurs pour cadrer les différentes phases de l'atelier. On peut avoir des modes de vue discrètes, ou encore par exemple la possibilité, comme sur les outils de design, de verrouiller des éléments ou même de les masquer. C'est quoi la vue discrète dont tu parles juste avant ? Alors, la vue discrète, c'est tout simplement pour éviter de voir ce que les autres font, ce que font les autres participants, tout simplement. Okay. C'est juste pour cacher et pour en fait travailler en autonomie, entre guillemets, pour ensuite voir en commun ce que les autres ont fait. Okay. Ça permet de masquer tout simplement la souris, quoi, le petit curseur. Et donc en fait, avec tout ça, il ne reste plus qu'à se concentrer sur tout simplement l'atelier en lui-même, quoi. Voilà, c'est tout simplement aussi facile que ça. Alors, petite question de choix, je vais dire un peu mon avis là-dessus. Je ne vais pas te dire si Mural est mieux que Miro ou l'inverse, car en fait ça dépend de chaque sujet, ça dépend de chaque personne. Il faut en fait tout simplement, pour les comprendre, il faut tout simplement les essayer. Hein, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Alors pour ma part, j'ai décidé d'utiliser Mural, car même si l'interface de premier abord de Miro peut sembler plus clair ou plus moderne, j'ai trouvé en fait une utilisabilité plus simple pour les participants, pour l'atelier en fait. Sur Mural. C'est ça, sur Mural. En fait, j'ai tout simplement pensé plus atelier que plus en fait création de template. Voilà, c'est plus user-centrique. Voilà. D'accord. Bon, c'est un avis personnel. Hein, voilà. Oui, non, mais tout est personnel, mais en tout cas, c'est bien d'avoir cet avis-là, du coup, comme tu as beaucoup bossé sur le sujet. Et côté préparation, est-ce que finalement, c'est plus long de préparer un atelier à distance que d'en préparer un en présentiel, en physique, comme avant ? Oui, alors, la préparation, évidemment, elle est forcément différente. Avant de faciliter un atelier, il faut bien le préparer. Et je vais donner une première clé pour ce podcast. La première clé pour réussir un atelier à distance, c'est d'avoir donc un bon outil, Mural, Miro, il en existe plein, mais aussi une bonne connexion Internet. Ça peut paraître bête, mais il faut avoir une bonne connexion Internet du côté du facilitateur pour expliquer correctement les choses, mais aussi du côté des participants, parce que même eux entre eux vont parler entre eux. Donc il faut absolument avoir quelque chose de clair, de pas saccader. Mais surtout, il faut absolument avoir un bon support, et en fait il faut avoir tout simplement un bon template. Un bon template, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par là, toi, du coup, un template ? Est-ce que tu utilises finalement des sortes de templates déjà tout fait, on va dire, comme les livrables, ou lorsque tu décides d'aller plus loin dans la conception de ce template pour ton atelier à distance ? Eh ben, j'ai décidé en fait de partir à zéro. J'ai décidé de prendre les templates comme exemple, les templates papier que l'on peut donner en atelier physique. Okay. Mais
forcément, en allant plus loin dans la réflexion, j'ai sur le coup, en fait, j'ai tout simplement essayé de penser out of the box. En fait, pour bien concevoir ces ateliers durant, on va dire, la phase pré-atelier, juste avant le jour J, comme on pourrait le dire, il faut penser en fait comme l'utilisatrice ou comme l'utilisateur, comme le ou les participants, le futur participant, qui va être seul derrière son écran. En fait, on va lui demander, en plus de participer, on va lui demander de se familiariser avec un nouvel outil. Et donc, en fait, comme il ne connaît pas l'outil, il faut lui faciliter la tâche au maximum pour que toute son attention, son énergie, sa créativité soient au rendez-vous et bien sûr, évidemment, qu'il soit concentré sur les consignes et sur l'atelier en lui-même. Et donc tout ça, ça va permettre en fait d'éviter toute perte de temps pour en fait maximiser, simplifier au maximum tout simplement l'atelier et pour cela donc il faut le rendre le plus pédagogique possible. Et alors j'ai conçu avec l'aide des lead UX chez La Grande Ourse environ une dizaine de templates, de frameworks, on va dire ça comme ça, sur l'outil Mural. Ok, là tu parles maintenant de framework. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu entends par justement ce terme framework ? Oui, en gros, les templates, une fois remplis, sont le résultat de l'atelier. Ok. Ça, c'est une chose classique. Mais je me suis dit qu'à distance, ce n'est pas si simple de travailler directement sur un template ou sur une base de livrables. En fait, le truc, c'est que dans chaque atelier, il y a des sous-parties. Et donc, chaque sous-partie doit être animée différemment. Alors bien sûr, il y a une finalité commune à l'atelier. Par exemple, je vais prendre un exemple du persona. La finalité commune de l'atelier, c'est de créer un persona, d'aboutir à un persona. En revanche, chaque partie a une finalité différente. Par exemple, ça ne va pas faire appel aux mêmes outils. Par exemple, dans le persona, la première sous-partie, c'est de créer l'identité du persona. Donc on va avoir besoin de photos, d'un nom, de prénom, etc. En revanche, par exemple, si on va faire la deuxième sous-partie qui est potentiellement les objectifs ou voilà tout ça pour au niveau du persona, on va peut-être d'avoir besoin de mots, de post-it pour brainstormer et travailler. Donc en fait, dans ma vision, c'est le framework, c'est un ensemble. C'est l'ensemble des sous-parties, des outils utilisés, des règles, des consignes, des tips, etc. Voilà. D'accord, donc en fait, oui. Donc, en gros, tu as créé vraiment de nouveaux supports avec donc finalement des sortes de supports et des outils pour chaque sous-atelier qui permettent à la fin de remplir un template qui va servir en gros de livrable. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Et du coup, ton framework, c'est vraiment l'ensemble sur comment est-ce qu'on va travailler tous en groupe autour du coup d'un atelier, autour de différents templates et compagnie. C'est bien ça ? Tout à fait, ouais. Ok, c'est super intéressant. Et justement, du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller du coup aux gens qui voudraient potentiellement se lancer du coup là-dedans et mettre en place des frameworks, des templates, etc. autour des ateliers. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou leur donner comme tips ? La première chose que je peux leur dire, c'est comme pour designer une interface, il faut avoir de l'empathie. C'est vraiment, il faut se mettre dans les mêmes conditions que pour créer une interface où en fait ici, pour ces ateliers, en réalité, les utilisateurs sont cette fois-ci des participants d'ateliers, tout simplement. Okay. Donc il faut comprendre leur démarche, leurs inquiétudes, voilà, comme en UX en fait, tout simplement leurs habitudes. En somme, c'est une démarche du UX où l'objectif est de créer une interface de facilitation. Ok, donc c'est vraiment une sorte de mise en abîme finalement du métier un peu du UX ou du moins de la méta UX, quoi. En fait, l'UX sur de l'UX. C'est ça. À ce niveau-là, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Ok. C'est ça. Après, alors, second conseil que je peux donner, je repense aux ateliers que j'ai fait et aux templates que j'ai fait là de tête. Par exemple, il faut scinder votre template. En fait, il faut avoir une phase d'introduction et une phase de conclusion. Ça va faciliter l'amorçage de l'atelier et expliciter son but. Voilà, donc on peut faire ça à l'oral comme à l'écrit. Voilà, on écrit directement les consignes voilà, sur le template en lui-même. Ok, une sorte d'onboarding finalement, comme on pourrait le faire via un service ou un produit digital, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok. Alors, également, il faut penser à l'atelier digital comme un atelier physique. Par exemple, en mettant des piles de post-it virtuels à disposition des participants. Alors, évidemment, les post-it, dans la vraie vie, on sait comment les utiliser. On détache le post-it sur le bloc de post-it. Du bon côté. Voilà, du bon côté, absolument. Et donc, sur les ateliers digitales, il faut mettre des indications sur comment les utiliser, tout simplement. Voilà, donc,
Par exemple, juste mettre un petit mot drag and drop, c'est connu. On prend le post-it, on le drag and drop directement sur le template. Voilà, quelque chose de très rapide à faire. Ça permet de gagner du temps et ça évite aussi d'ouvrir directement les menus en fait de l'outil en question. Et en fait, comme ça, tous les participants, ils ont tout simplement tout à disposition. Voilà. Ok, on joue avec les outils qui sont mis à disposition, qui ont été réfléchis par l'animateur. C'est ça. Et pas besoin d'aller creuser dans l'interface pour trouver ce qu'on veut finalement. Tout est à dispo à côté de notre zone de travail. C'est ça, c'est ça. Il n'y a plus qu'à se servir. On peut aussi, par exemple, associer une couleur de post-it par personne. Ça aussi, c'est assez malin pour tout simplement repérer son post-it plus tard, peut-être, pour la finalité de l'atelier. Alors, si on prend aussi une image de salle, on voit une table. Alors, donc, comme autour d'une table, on peut prévoir en fait des espaces dédiés pour chaque participant. Voilà. Et pour pallier au manque on va dire d'attention, hein, pour pallier au manque de collation, voilà, etc. On peut personnaliser en fait ces zones de travail en y ajoutant les noms des participants, par exemple. Voilà, ça aussi c'est comme la couleur, on met juste son petit nom, voilà, c'est quelque chose, voilà, ça amène un petit côté friendly aussi, c'est assez original et assez sympa. En effet. Voilà, on peut rajouter aussi les différentes consignes et tips aussi des sous-parties. Ce qui va permettre en fait aux participants de pouvoir les relire à sa guise sans pour autant interrompre en fait le déroulement de l'atelier. Voilà, une sorte de mémo, quoi. Voilà. Ok. Dernier petit conseil enfin des choses que je pense actuellement. Alors n'hésitez pas, à prendre tout l'espace que le plan de travail peut vous donner. Ça c'est aussi un bon conseil parce qu'en fait évidemment cela dépend des ateliers, hein, plus ou moins d'espace, mais certains à la fin peuvent être vraiment un véritable champ de mots ou un véritable champ de post-it sans dessus-dessous. Donc il faut avoir il faut penser vraiment à organiser en grande zone son template en fait. Voilà. Et justement un template aujourd'hui c'est quelque chose qui va être limité ou plutôt illimité, on va dire, en place. Est-ce que je peux faire autant que je veux finalement et d'avoir vraiment une place illimitée, ou alors est-ce que de base j'ai une sorte de cadre, on va dire, dans lequel je peux mettre mes différentes sous-parties d'atelier? Alors sur Mural en tout cas on est quand même limité, hein, il y a quand même un cadre comme un artboard en tout cas, mais qui peut être vraiment expandable, enfin on peut vraiment le mettre de manière extrêmement large en tout cas sur l'écran d'ordinateur. Alors mais je peux vous rassurer que il y a largement la place et c'est suffisant pour faire des ateliers dignes de ce nom en tout cas. Voilà. Ok, super, il faut juste bien s'organiser et ça fonctionne bien. Absolument. Top. Donc oui, comme tu disais juste avant, en effet, c'est plutôt simple, on va dire, aujourd'hui en physique avec les salles de pouvoir prendre autant d'espace que l'on souhaite. Tu vas nous dire en gros qu'il fallait bien penser à organiser pour justement éviter qu'on doive bouger finalement tout le template en cours d'atelier, quoi. Ça rend le truc beaucoup plus simple et ça évite de tout refaire à chaque fois. C'est ça, faut être prévoyant, quoi. Faut mieux vaut être prévoyant sur ce genre sur ce genre de choses là, pardon. Et alors évidemment, une autre chose aussi, je viens d'y penser, c'est je ne vais pas insister sur le fait de relire pour les fautes d'orthographe, les coquilles, etc. Cela va de soi, parce que évidemment certains participants ne vous rateront pas dès qu'ils verront une petite coquille ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense de toute façon qu'on a tous été déjà dans ce cas-là, du coup, au moins une fois, de sentir, pas forcément un peu bête, mais en tout cas de voir qu'un participant ou alors un utilisateur a mis le nez finalement sur une faute qu'on aurait laissé traîner sur une interface ou même sur un atelier, enfin peu importe quoi, ça fait. Oui, et puis sur une maquette, ça se corrige vite, mais sur un atelier en ligne et en direct, tout le monde t'a grillé en fait. Hein. ça c'est clair et net. Alors. Cela peut paraître bête aussi, alors c'est peut-être des conseils bêtes, mais en tout cas il faut absolument les dire, il faut absolument mettre l'accent dessus. Il faut vraiment tester en fait les templates et les frameworks en interne ou avec des proches non initiés avant le jour J, avant le test, avant l'atelier avec les participants. C'est vraiment histoire de se rassurer, donc évidemment des fautes et des coquilles comme juste avant on l'a dit, mais pour aussi que tout soit compréhensible et que les différentes parties du framework s'enchaînent bien et qu'il y ait une fluidité en fait dans l'atelier. Ok, donc ça aussi, ça fait encore une fois référence finalement à nos méthodes de travail, je dirais pas classiques, mais en tout cas de tester du coup tout ce qu'on va faire avant de vraiment du coup de le faire utiliser ou de le mettre en production. En effet, mieux vaut du coup tester, se rendre compte, corriger des choses plutôt que encore une fois se rendre compte dans le moment quoi, avec tous les gens. Okay. Tout à fait. Et oui, et dernier petit tips, après on passe peut-être à autre chose, mais en tout cas deux petits tips. Un template, vu que c'est nouveau, c'est pas une salle, etc. C'est un template qui est sur un ordinateur. Un template reste un template. Donc il faut pas oublier de le personnaliser selon la typologie du sujet, mais aussi surtout le dupliquer pour garder l'original bien au chaud, hein, pour éviter de tout refaire. Hein, voilà, on va garder l'original, le template reste un template.
Ok, bah écoute, merci beaucoup déjà pour tous ces premiers conseils que tu as pu donner. En tout cas, tu n'es vraiment pas avare sur tes retours d'expérience. Globalement, du coup, en termes, si on parle un petit peu de timing, du coup, maintenant, parce que voilà, il faut toujours du temps même pour préparer du coup un atelier physique. Mais globalement, combien de temps tu mets, toi, pour préparer un atelier à distance? Donc tout le framework, les différents outils, les différents templates, qui soient pour les sous-parties, mais aussi pour la livraison. Voilà, combien de temps tu penses que, en général, tu mets sur un de ces frameworks-là? Oui, alors ça dépend. Ça dépend bien évidemment de l'atelier dont il est question. Mais alors, si l'on reprend par exemple l'exemple de l'atelier de Persona, alors il faut compter environ 2 à 3 jours pour tout mettre en place. Voilà. Alors, le framework, il reprend, par exemple dans l'atelier de Persona et dans tous les autres templates, le framework reprend toutes les zones d'une fiche Persona. Et pour chaque zone, les participants peuvent brainstormer en fait pour venir remplir avec les outils mis à disposition cette zone-là. Et donc ils ont une zone qui est dédiée du coup en gros entre eux. C'est ça, une zone de travail. D'accord, voilà. Une zone de travail de brainstorming ou autre en tout cas. Ok. C'est ça, une zone de travail. Et par exemple, comme je l'ai dit juste avant, que j'ai mis par exemple à disposition, donc sur une zone dédiée, sur la zone de travail, toutes les photos de tous les types de personas possibles. En fait, ça évite, c'est un petit plus qui va gagner du temps et qui va éviter d'aller sur Google, chercher une photo, sortir, voilà, couper l'atelier, etc., sortir de mural, etc. Donc voilà, ça permet de gagner du temps et de rester sur l'atelier et se concentrer sur mural. Et par exemple, sur le persona, on sait très bien que par exemple dans les personas, on doit préciser quel device le persona la personne utilise. Donc par exemple là, j'ai mis des petites illustrations assez friendly qui peuvent être utilisées. Voilà, les participants ont juste à prendre les devices à utiliser pour le persona, les glisser voilà, dans la zone correspondante. Voilà. Donc c'est vraiment comme un couteau suisse, mettre tout à disposition et ils piochent ce qu'ils ont envie, où ils ont envie. Voilà. Ok, donc en gros c'est du temps qui a passé, quelques jours du coup, etc. Mais en tout cas ça reste du temps qui est bien investi. Parce que finalement, du coup, tu prépares une fois du coup tout ça. Ce que tu fais pour le persona, tu te prépares une fois du coup lorsque tu veux créer ton framework. Et après, ça reste des petites adaptations que tu vas faire selon les cas, selon les projets, selon du coup le type de personnes qui vont venir du coup sur ton atelier. Oui, totalement. Et alors, il y a aussi le template. Je parle du framework, mais dans les 2-3 jours, il y a aussi le template du livrable en question. Ok. En fait, je l'ai fait aussi, et il peut se faire aussi également sur Mural pour simplifier au maximum le workflow. Car oui, en fait, il faut penser l'atelier, il faut penser le jour J, mais il faut penser aussi à l'après, la phase en fait de post-atelier. Par exemple, je vais prendre un autre exemple d'atelier pour que ça soit concret, l'atelier de l'expérience map. Ouais. L'expérience map, vous savez, donc il y a des émotions à placer à un moment dans le template. Et ben en fait, moi, j'y ai directement placer les 3 émotions pour gagner du temps. Et en fait, il suffit juste d'enlever les 2 émotions qui ne correspondent pas à l'étape en question pour gagner du temps. Et en fait, ce cas concret d'enlever, au lieu de rajouter et de chercher à bien caler les éléments, tout est bien calé, on enlève ce qu'on n'a pas envie en fait. Et ça montre vraiment l'importance du processus de simplification, on va dire ça comme ça, pour rentabiliser au maximum notre temps. Voilà. Ouais, c'est vraiment du coup plein de petites choses qui permettent en effet de gagner du temps, de gagner en simplicité. Et d'éviter de devoir tout faire à chaque fois que tu fais quelque chose, en fait, d'avoir déjà des choses qui sont déjà un peu préfaites, qui ne restent plus qu'après à adapter du coup selon les cas et à remplir évidemment avec les données inhérentes à comment se passe à l'atelier. Faut pas oublier. Oui. Ok, non, c'est vraiment cool. Du coup, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens que ça peut vraiment intéresser cette partie-là. Je suis encore un petit peu curieux, je t'avoue. J'ai encore des petites questions. Notamment aujourd'hui, il y a des ateliers qui demandent aux participants de construire des interfaces ou même de les dessiner ou même de dessiner d'autres choses que des interfaces, comme par exemple on en fait régulièrement du coup donc des user journey maps, donc là aussi pour représenter, pour mapper des parcours utilisateurs. Déjà qu'en présentiel avec une feuille et des crayons ou même des feutres ou quoi, c'est pas toujours simple pour les participants de devoir dessiner, imaginer du coup des scènes, pas forcément digitales du coup et autres. Alors à distance, avec un ordinateur, avec un écran, une souris,
comment ça se passe? J'imagine que c'est encore un peu plus compliqué, non? Oui, c'est un très bon point. C'est vrai qu'on a parlé de la phase avant l'atelier, post-atelier, mais l'atelier en lui-même, c'est vrai que c'est effectivement un très bon point. Par exemple, donc, si on prend donc le template et l'expérience et l'atelier sur la user journée, pardon. Alors moi, j'aborde souvent cet atelier sous la forme de storyboard, où chaque participant donc dessine le parcours utilisateur dans des étapes, dans des cases, étape par étape. Eh bien, oui. Comme pour tout, en fait, depuis le début, donc comme pour tout, il a fallu s'adapter. Et comme tu l'as dit, évidemment, pour pallier à ce problème, on va éviter de prendre le trackpad pour feuille et notre doigt pour stylo. Voilà. C'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà. En tout cas, en fait, j'ai tout simplement agrémenté le template de plusieurs catégories de dessins prédessinés. En fait, par exemple, une catégorie que j'ai mis en valeur, c'est une catégorie des gestes et interactions qu'un utilisateur peut effectuer au cours d'une action, ou encore, par exemple, des petits stickman avec des positions différentes qu'on peut placer où l'on veut, ou par exemple des listes d'objets, de différents objets pour utiliser pour différents, comme des écrans d'ordinateur, des smartphones. Voilà. Donc les participants n'ont plus qu'à copier-coller ces dessins dans les cases correspondantes aux étapes. Ok, c'est plutôt malin, mais du coup, ça me fait poser une petite question du coup, comme ça, qui est que là, vu qu'on prémâche entre guillemets ce truc-là, oui. c'est censé venir un peu de l'imagination, de la créativité du coup des gens, et finalement, on va pas tous dessiner du coup de la même façon les différentes choses qui vont amener à différentes discussions. Est-ce que ça peut pas être un frein ou un biais en fait de déjà prédessiner certains éléments et que ça pourrait un peu tuer du coup la créativité du coup de certaines personnes qui finalement vont faire juste du drag and drop pour faire ça y est, j'ai fait ma petite situation. Je me pose cette question du coup vraiment si ça peut pas engendrer. Alors je ne pense pas, parce que c'est vrai que ce qu'on met à disposition pour les participants, c'est des supports. Et c'est vrai que ces supports-là peuvent tout simplement amener justement au contraire à la créativité. Et ça peut tout simplement, le participant est libre, en fait, on ferme pas le participant dans nos cases et dans nos templates, etc. Et lui, il est libre aussi d'aller chercher le stylo, en tout cas, ou le crayon qui est intégré à l'outil mural, pour ensuite redessiner à côté de ces dessins prédessinés, pour ensuite redessiner à sa guise, pour tout simplement adapter la situation à la case correspondante. Et ça peut aussi amener justement de la créativité et aux autres candidats, aux autres participants, pour essayer aussi de comprendre et d'essayer de faire des dessins autres que ces dessins justement pré-mâchés, entre guillemets. Voilà, Ok, donc en fait, oui, donc ils sont pas bloqués non plus du coup par ce qui a été produit. Ils peuvent très bien en effet prendre autre chose, du coup leur propre outil, et commencer en fait à faire leurs propres petites illustrations, les petits dessins du coup eux-mêmes s'ils le souhaitent. Tout à fait, c'est même un conseil que je pourrais donner en atelier et en direct, c'est vraiment de voir si les participants sont bloqués avec ce qu'ils voient sur les yeux, vraiment limite presque de cacher ou de donner juste quelques petits dessins pour ensuite dire vous êtes libre à votre imagination, à votre créativité, prenez le stylo sur mural et faites ce qui vous plaît, quoi. En tout cas faites ce que vous pensez être le mieux. Ok, non mais vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend vraiment compte finalement que chaque atelier a vraiment sa toolbox, sa boîte à outils avec les différents outils qu'on parlait avant, aussi bien des outils qui sont très communs, tout ce qui va être texte, post-it, etc. Mais de ce que j'ai compris, ce que tu disais, c'est qu'il faut vraiment réfléchir autrement pour certains ateliers, donc qui demandent beaucoup plus de préparation. Oui, c'est ça. Ok. Et donc pour finir quand même cette discussion qui est vraiment très enrichissante, je trouve, tout au début du podcast, tu nous parlais finalement des outils comme Mural, Miro du coup ou autres pour la partie collaborative de l'atelier. Et comme tu le disais aussi, ces outils, il faut que les participants ils puissent le prendre en main, se l'approprier en tout cas, parce que c'est pas forcément des choses que tout le monde maîtrise, notamment si on fait des ateliers avec des gens qui sont plutôt sur du B2C, des choses que tout le monde des produits en tout cas que tout le monde va pouvoir utiliser, et donc de toucher finalement n'importe quelle cible. Il y a beaucoup de gens évidemment qui n'ont jamais fait ce genre d'atelier, ni même en physique, et encore moins du coup en distance. Du coup, comment est-ce que tu procèdes toi pour introduire du coup l'interface? Déjà, est-ce que tu leur montres l'interface? Est-ce que tu leur fais un onboarding, ou est-ce que tu les laisses un petit peu seuls, on va dire, naviguer dans l'outil? C'est vrai que la plupart des participants n'ont jamais utilisé ce genre d'outil. Enfin, même nous, auparavant, designers, avant la crise, on n'y pensait pas forcément beaucoup à ces outils, comme Mural ou Miro. Et même des fois, certains participants n'ont jamais utilisé des appels en visio comme Zoom. C'est vraiment devenu, ça s'est démocratisé, on va dire ça comme ça, à cause de la crise sanitaire. Mais donc avant de commencer à parler, et pour ne pas parler surtout dans le vide et pour éviter de perdre du temps, je vérifie en fait que tous les participants soient connectés. D'accord. First step, quoi. Première étape. Première étape, c'est tout le monde est connecté, sans problème technique et surtout à l'écoute. Voilà.
Et ensuite, je peux utiliser n'importe quel type d'icebreaker. C'est pas parce qu'on est derrière un écran d'ordinateur qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce genre de technique pour détendre en tout cas l'atmosphère. Et ensuite, libre à vous de dire le pitch que vous avez initialement prévu pour l'atelier. Voilà. Après, ça c'est la phase, on va dire, d'introduction entre le facilitateur, les participants et les participants entre eux. Oui, c'est partie vraiment générale sur l'atelier lui-même et sur le sujet, on va dire. Ouais, du coup. Ouais, okay. C'est ça. Après, concernant l'interface en elle-même, l'interface de l'outil collaboratif, je prévois toujours du temps pour expliquer aux participants comment fonctionne cet outil, en fait, tout simplement. Où sont les zones, où sont les consignes, où sont même les fameux crayons pour dessiner en cas de panne créative, en tout cas. Mais dans tous les cas, je suis toujours présent au fur et à mesure de l'atelier pour aider et répondre aux questions. Je suis toujours là même si je suis derrière un écran d'ordinateur, je suis toujours là. Et il y a aussi quelque chose qui est très original et très sympa, c'est que on a également le verrouillage des éléments sur Mural et aussi sur Miro, qui est vraiment une grande aide pour éviter les erreurs de clic des participants et même du facilitateur, cela arrive. Directement, on peut verrouiller des éléments du template pour ne pas casser, en fonction des actions perdues, de clics perdus, pour ne pas casser le template et éviter de perdre du temps à le refaire en direct. Ok, donc c'est-à-dire que là aussi, du coup, tu peux sur ton interface, toi, dire en tant qu'animateur, il y a ce bloc-là, je vais le verrouiller pour l'instant, quitte à le déverrouiller du coup plus tard si tu le souhaites. Ou des choses que tu vas garder pour toi, on va dire, sur la chose et pouvoir vraiment les ouvrir quand tu veux finalement aux gens si tu as envie de les ouvrir. Oui, en tant que facilitateur, on a vraiment une grande liberté en tout cas d'expression en tout cas sur l'atelier. Sur Mural, on a du côté du facilitateur, on a tous ces outils qui nous permettent justement de gérer au mieux à distance l'atelier, et du côté du participant après c'est très simple, très intuitif, il a juste à suivre les consignes, et ça c'est vraiment un très bon point sur ces outils-là en tout cas pour gérer et mettre en place les ateliers à distance. Ok, très intéressant. Pour conclure du coup vraiment ce podcast, si tu devais encore une fois donner vraiment un tout dernier conseil aux différentes personnes qui peuvent nous écouter du coup aujourd'hui et qui souhaiteraient potentiellement dématérialiser du coup les ateliers, si tu avais juste on va faire court du coup pour cette fin. Alors. J'ai lu dernièrement l'autobiographie de Phil Knight, le fondateur de Nike. Un livre assez intéressant. Et je sais qu'il y a un conseil que je peux donner par rapport à ça que je lis dans ce livre, c'est ne dites jamais aux gens comment faire les choses, dites-leur ce qu'il faut faire et ils vous surprendront par leur ingéniosité. Et donc ce conseil, en tout cas cette citation, ce conseil, il vaut évidemment pour les ateliers en physique comme digital, mais aussi pour vous dans votre quotidien, dans votre vie. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, en effet, je partage plutôt ce point de vue aussi. Du coup, juste pour faire un petit récap, on va dire, de ce qu'on s'est dit là, en gros, pour moi, je peux résumer ça en quelques mots, notamment sur la partie de la flexibilité, en gros, de faire quelque chose qui va être flexible à l'usage, qu'on va pouvoir réutiliser du coup facilement, même si ça prend un petit peu de temps. Et puis, même surtout, le plus gros point, qui est finalement d'aborder aussi une approche UX finalement sur comment concevoir ces ateliers, en fait, qui serait vraiment du coup la problématique d'une méthodologie du coup, ce qu'on pourrait avoir, et finalement de faire notre métier habituel pour finalement le révolutionner aussi et pour se permettre de faire des ateliers dans d'autres situations qu'on les avait connues jusqu'à présent, quoi. C'est plutôt bien résumé. Oui, tout à fait. Ouais. Tout est bien, tout est clair. Super. Écoute, merci beaucoup Thomas d'avoir accepté notre invitation encore une fois et surtout d'avoir partagé du coup tous ces conseils avec les personnes qui ont pu écouter ce podcast. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi de m'avoir reçu, et vraiment il y a plein de choses à faire avec ce sujet, donc n'hésitez pas, faites des ateliers à distance, il n'y a pas de souci. C'est clair. Super. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode du podcast, donc Un poil du UX, le podcast de la Grande Ourse. N'hésitez pas évidemment à vous abonner du coup au podcast, à réagir et également à partager le lien de l'épisode sur vos différents réseaux. Vous pourrez également retrouver en fait des articles sur notre blog et différents templates d'ateliers directement sur notre site, donc lagrandours.design, dans la section du coup des ressources. Merci à tous, à très vite pour un nouvel épisode d'Un poil du UX.